Salut à tous, il est la voix indiscutable du football sur RMC. Jean Rességuier commente tour à tour la Ligue 1, la Coupe d'Europe et les équipes de France. C'est donc avec beaucoup de plaisir qu'on le retrouve dans les studios de la radio pour son pressentiment. Top générique. Bonjour Jean. Bonjour. Merci de nous accueillir chez toi. C'est un peu ça, ouais. Mais en fait, je ne sais pas si c'est plus chez toi ici ou les stades. Ah, plus les stades, ouais. Hein, moins souvent au bureau. Ouais. Je préfère être dehors, hein. Je préfère être sur le terrain, c'est clair. Sur 365 jours, tu as compté un peu le nombre de jours où tu étais en dehors de... Ah, je dois bien être presque à la moitié. Waouh. Presque à la moitié, ouais. Entre les vols, les trains... Oui, avec les compétitions, les années paires, avec les compétitions style championnat d'Europe ou Coupe du Monde. Ouais, c'est énorme. Hein. On m'a dit que tu tutoyais tous les commandants de bord. Oui, non, parfois je me retrouve avec des stewards ou des commandants de bord auditeurs ou téléspectateurs. Donc ça, cool. C'est bien, c'est marrant. Bon, on va faire donc cette émission de pressentiment sur toi. Je le disais dans le générique, c'est très sincère. On peut le dire, tu es une figure aujourd'hui emblématique des voix dans le sport et dans le football en particulier. 2 séries de questions. Au préalable, une question vache. Comme je te l'ai dit, je peux le dire en off, la plupart de tes collègues se plantent et j'espère que je vais me planter aussi. Que ce sera aussi ton cas. Donc elles sont toutes différentes, tu choisis celle que tu veux. Tu as choisi l'abîmé. Voilà. Est-ce qu'elle a déjà servi? Est-ce qu'il y a une analogie? Je la regarde. Je t'en prie. Tu vas même la lire, s'il te plaît. Et tu ne donnes pas la réponse. Hein. Tu ne fais que la lire. Où s'est déroulée la première Coupe du Monde féminine en 1991? Tu ne réponds pas. On fait une respiration. On se retrouve avec la première série de questions de Monsieur Jean Rességuier dans Pressentiment. On y va pour la première série de questions. Est-ce que tu peux nous donner ton numéro de carte de presse? 58 444. Ça date. Tu sais la date exacte de ta... Ah, je pense que ça doit être aux alentours de 1985. J'étais à Baquercy Radio à l'époque, à Montauban. Radio privée. Ah ouais, ça fait rire. Hein, ouais. Non, mais c'est le nom. C'est la région. Bon, tu parles de région, régionalisme peut-être. Est-ce que tu peux me dire si tu es supporter d'un club en France? Et si oui, lequel? Alors non, pas supporter au sens dans les tribunes avoir... parce que tu n'as pas le temps d'y aller aussi. Non, mais quand j'étais plus jeune, j'allais voir des matchs. Voilà, moi je suis allé à Toulouse, au Stadium, avec mon père, ça m'est arrivé. Je me suis retrouvé dans des tribunes à Saint-Étienne aussi, parce que j'avais 13 ans quand j'écoutais Radio Monte-Carlo et que j'écoutais le Parcours des Verts de la bande à l'Arquet et que j'avais envie de faire ce métier de journaliste, de commentateur. Mais avant, je m'étais dit ça serait pas mal d'aller dans un stade. Et mon papa un jour m'a fait ce cadeau en me disant on va aller à Geoffroy Guichard, tu vas aller voir un match de Saint-Étienne. Donc c'était cool. T'as pris une claque? Ouais, ça m'a fait bizarre quand même, hein, de me retrouver dans un stade, en plus un stade tout vert, donc vert la couleur, hein, comme celui de Montauban, de Sapiac. Donc mais là c'était du foot, donc quelque part c'était... Il y a des messages subliminaux. C'était toujours une relation avec Montauban. Ça c'est inévitable, c'est même pas un private joke, c'est du naturel pour moi. Donc c'est Montauban, Toulouse, etc. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'avais envie de me retrouver dans ce stade-là, et donc je peux pas dire que je sois plus supporter d'un club que d'un autre. Quand je commente les matchs, je suis pour les 2 équipes. Quand je commente un match avec l'équipe de France ou un match avec une équipe française contre une équipe étrangère, là, je suis à fond cocardier. Est-ce que tu as eu dans ta carrière un mentor ou est-ce que c'est un événement qui t'a donné envie de faire ce métier? L'événement, le Parcours des Verts, donc voilà, c'est le fait d'écouter sur les grandes ondes mon petit transistor dans le lit, les matchs de Saint-Étienne, entre autres. Hein, il y a eu des matchs Split, il y a eu Kiev, il y en a eu des matchs que j'ai écoutés à la radio. Et à cette époque-là, il y avait Didier Bonne qui commentait et qui nous a quittés l'été dernier malheureusement. Donc lui, je le considère comme mon mentor parce que c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier à RMC. Bernard Spendler, que je vais citer parce que ça a été mon premier chef des sports. Et puis ensuite, j'ai écouté Eugène Sacomano, quoi. Donc voilà, pour ce qui est du commentaire et les envolées lyriques d'Eugène, ça vient de servi, là, quoi. Ça vient de là quand sur un but, quand tu donnes une dimension
Je ne fais pas du copier-coller, j'essaie d'être au plus près de ce que j'ai envie de transmettre. Donc de ce fait, oui, ça vient un peu de là, mais je veux que les gens, quand il y a un but, s'ils sont dans leur bagnole, ils s'accrochent au volant, s'ils sont dans leur canapé, ils s'accrochent au canapé, enfin, qu'il y ait vraiment quelque chose, qu'il se passe quelque chose. Parce que moi, je le ressens comme ça. Quand je commente un match de foot, quand je commente un but, je le ressens vraiment que... Tu ne travestis rien. Presque comme une jouissance, quoi. Voilà, c'est quelque chose de fabuleux, quoi. Mais c'est Bernard Lacombe qui racontait que marquer un but, ça avait un sentiment orgasmique pour lui. Ouais, donc, mais je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Est-ce que tu peux nous raconter ta première fois à l'échelle professionnelle? Quand je dis professionnelle, dans un cadre où effectivement tu as une rémunération, où tu as eu donc un sentiment d'une responsabilité en adéquation avec le métier qui est le tien. Au-delà des matchs que j'ai commentés à l'époque pour Bacarcy Radio, donc cette radio du Tarn-et-Garonne à Montauban, où je suivais à l'époque le Montauban Football Club en 3e division, où je commentais avec quelqu'un qui malheureusement a lâché le ballon rond très vite. Il est passé à l'Oval, c'est Jeannot Abeyou, que je salue, qui a commenté les matchs avec moi. Que j'embrasse aussi. Voilà, donc il a commencé avec moi à l'époque. Mon premier match de foot, c'était une purge. C'était au Stadium. Mais quand je dis une purge, c'est un vrai 0-0 de merde, je m'excuse pour l'expression, contre Lille, Toulouse-Lille, en 1987. Il n'y avait rien à dire, il se passait à rien, et j'ai quasiment rien dit, puisque c'était un multiplex à l'époque, donc comme je n'avais pas de but, je ne rentrais pas du tout dans la soirée. De temps en temps, je rappelais le score, ça allait très vite. Mais voilà, ça a été mon premier match commenté notamment au Stadium. Moi, tu as commencé en douceur par ce oui, bilan. Oui. Après, j'en ai eu pas mal, j'en ai accroché quelques-uns des 0-0. Donc, ce qui fait que... Mais sur la quantité de matchs que tu as pu faire en même temps. Ah oui, sur les 1500 et quelques, ouais. C'est sûr que j'en ai vu de beaucoup plus intéressants, heureusement d'ailleurs. Est-ce que tu te souviens de ta plus grosse bourde? Si tu en as fait, parce que peut-être que... Ma plus grosse bourde... Quelque chose où tu t'es fait, oups, c'est pas possible, comment je peux dire que... Tu vois? Non, j'ai pas de souvenir là-dessus. De m'être trompé sur des noms de joueurs, oui, ça m'est arrivé. L'avantage de la radio, c'est que ça se voit pas. Si, il y a quelque chose qui est sorti de façon naturelle, et c'est récent, c'était la finale de l'Euro 2016. On est dans le temps additionnel. Il y a cette occasion pour André-Pierre Gignac, la frappe sur le poteau, et je gueule le poteau, et merde. Et je fais pas attention au fait que je sois encore à l'antenne à ce moment-là, mais c'était tellement, 93e ou 14e minute, on est dans le temps additionnel, s'il la met au fond, s'il y a poteau rentrant, c'est fini, ils sont champions d'Europe, et puis où ils essaient en tout cas d'amener autre chose, et il n'y a pas ce fameux but portugais. Donc ouais, ça a été, je considère pas ça comme une bourde, mais bon, je me suis un petit peu échappé, quoi. Voilà. Ouais, c'est rigolo. T'as gardé ces sons-là? J'en ai quelques-uns, ouais. J'en ai gardé quelques-uns. Ouais. Mais en même temps, ça fait partie aussi de ce que tu es. T'es anti à l'antenne. Tu ne travestis pas. Ah non, pas du tout, mais il est hors de question. Il est hors de question. Que ce soit un match de Coupe d'Europe, un match de l'équipe de France ou un match de Coupe de France, parce que ça c'est mon régal, j'adore cette compétition, je me régale. Là, je suis allé en janvier à Bourges, faire Bourges-Lyon en 32e de finale de la Coupe de France. J'ai des gens qui sont venus me voir en discutant, en me disant mais qu'est-ce que vous faites là? Vous étiez à Loujniki pour la finale de la Coupe du Monde et vous venez faire un 32e de finale de Coupe de France. Je dis mais c'est ça le football, moi c'est ça qui me plaît. C'est de rencontrer des gens, de parler avec des gens, de raconter des histoires, d'expliquer que le football c'est pas ce qui se passe en haut, c'est aussi ce qui se passe en bas avec les difficultés que ça incombe. C'est beau. Quel événement sportif que tu as vécu t'a donné des frissons, t'a ému au point où tu aurais pu en pleurer ou avoir une exaltation, pleurer, tu vois, quelque chose qui dépasse le cadre du commun des mortels ou de ce qui est de l'ordre de tes habitudes et de ton... Il y en a deux. Il y en a deux, et les deux avec la même personne, avec mon mentor, Didier Bonne, la finale de l'Euro 2000. Parce que moi je commence à suivre l'équipe de France après la Coupe du Monde. Je fais la Coupe du Monde de 98. T'es donc à Rotterdam? Mais je m'occupe pas des Bleus, voilà, je suis à Rotterdam. Et le but de Trezeguet, quoi. Voilà, le but en or de Trezeguet, où ça fait, on va dire, 2-3 minutes qu'on voit les Italiens s'agiter. Ils ont gagné le championnat d'Europe, et puis le but en or, ça a été un moment extraordinaire, quoi. Parce que on s'est regardé avec Didier en me disant, oui, ça y est, c'est le but en or, il se passe plus rien derrière, c'est fini. L'arbitre raccroche tout et l'équipe de France... C'est d'ailleurs la seule compétition où il y a eu ce but en or, puisqu'après ils l'ont... En finale, parce qu'il y a le but en or aussi tu parles de Laurent Blanc. Il y a ça, et en rugby, j'ai eu la chance de commenter avec Didier Bonne 99, Twickenham et la victoire de l'équipe de France contre les All Blacks. Contre les Noirs. Voilà, avec petit Dominici qui courait partout, et c'était extraordinaire. Et ce jour-là, petite anecdote, toutes les radios,
toutes les radios, RMC, RTL, Europe 1, Radio France, on s'est échangé les consultants. C'est-à-dire que notre consultant Alain Gaillard, il est passé partout. On a récupéré, et Sud Radio, on a récupéré aussi Daniel Herrero, Richard Astre, on a récupéré Alba Ladejo, voilà. On s'est tous passé les consultants, et à RTL, il y avait un certain François Pesanti, à Europe 1, il y avait un certain Christophe Cessieux, et on s'est retrouvés à bosser tous ensemble. Je trouve que ça, c'est une belle histoire, quoi. Est-ce que ce que tu as vécu dans le foot a été plus fort que ce que tu as vécu dans le rugby, ou parce que justement tu ne fais pas souvent le rugby, ou plus le rugby, ou pas le rugby, bah, tu as été submergé par justement quelque chose qui n'était pas habituel? Ouais, le rugby, c'est quand même... Bon, la victoire contre les Néo-Z, c'était quand même quelque chose de fabuleux, ouais. Après, le foot, moi, je démarrais quelque chose, quoi. Donc, les Néo-Z, en plus, c'est avant, c'est 99. Le foot, je commence vraiment à le suivre de près, et l'équipe de France à partir de l'Euro 2000. Donc, le coup de boule de Zidane aussi, c'est un moment un peu particulier où en fait, on se rend compte de rien, on ne voit rien, personne n'a rien vu, même pas le réalisateur, puisqu'il met du temps à nous proposer la fameuse image avec le coup de tête à Materazzi. Et puis, c'est une finale de Coupe du Monde, voilà, il y a ça. Dans l'émotion et presque, j'ai envie de dire, la colère, mais de dire quelque part, j'ai couvert cet événement-là, c'est la grève de Naïsna en 2010, quoi. Où là, pendant, on va dire, allez, le premier tour, ça dure 15 jours, on fait du fait-livre, quoi. On n'a pas une équipe de France de football. On n'a que des emmerdeurs avec du fait-livre. Du fait-livre, des faits divers, quoi. Ah, d'accord, c'est du fait divers, quoi. On raconte des histoires qui n'ont rien à voir avec le football, quoi. C'est juste pas possible. Et ce jour-là, bah, on est là. On est là et on les voit arriver et grâce à coach Courbis, je me rends compte très vite qu'il va se passer un truc. Quoi, j'en sais rien. Mais un jour, coach m'avait dit, si tu vois des joueurs de football arriver à l'entraînement tous en basket, c'est qu'ils vont rien faire. Ou alors ils vont courir. Effectivement, ils n'ont rien fait. Et ils étaient tous en basket, ils avaient les crampons à la main. Et certains n'avaient même pas les crampons. Donc voilà, il y a des choses qui font qu'à un moment donné, dans la vie de reporter, on se retrouve à vivre des trucs un peu bizarroïdes. Et ça, quelque part, c'est pas des frissons, c'est pas les poils qui s'hérissent, c'est la colère. C'est de dire, mais qu'est-ce qu'on fait là? On est sur une Coupe du Monde de football et on est en train de parler de grève de joueurs. Avec un syndicat de joueurs, je te dis bien un syndicat de joueurs, l'UNFP, qui est en train d'expliquer aux gens qu'il ne faut pas faire grève. En principe, c'est l'inverse qui se passe. Hein. Mais là, c'était l'inverse qui se passait. Et personne ne les écoutait. Et nous, on était en train de raconter ça. En direct sur RMC, en direct sur BFM, puisqu'à l'époque, on faisait les deux, avec les joueurs qui tiraient les rideaux. Mais c'était surréaliste. Surréaliste. Ça reste un moment important dans la carrière de journaliste. Voilà. Pas celle de commentateur, mais dans la carrière de journaliste. C'est super cool que tu puisses livrer tes sentiments. Il reste une question dans cette première série. Jean, quel sportif te ferait ou t'a fait faire prendre ta voiture ou prendre un billet d'avion Est-ce qu'il y a un sportif que tu aimerais absolument voir parce que il serait frustrant pour toi de ne pas le voir jouer ou que tu as eu d'ailleurs cette démarche de te déplacer pour aller voir un joueur? De le voir jouer, je sais pas. Non, là, pas forcément dans le foot. Hein. Non, ouais. De le rencontrer, de l'interviewer, d'avoir le temps de parler avec lui, Pelé. Parce que je trouve que ce gars-là symbolise tellement de choses. On a tous l'habitude de dire, enfin nous les Français, de parler de Platini et de Zidane. Les passionnés de foot, on parle de Maradona. Et Pelé, en 2019, ça ne parle pas beaucoup à... Si, ça repart avec Mbappé, un peu avec l'histoire de Mbappé en 2018, où on expliquait à Pelé comment ça se passait d'écrire un tweet, par exemple. Je plaisante. Mais c'est un peu par rapport à ça, ouais, moi, c'est la personne que j'ai envie de rencontrer et avec laquelle j'ai envie de prendre le temps. Ça sera peut-être impossible à faire, hein, mais de prendre le temps de discuter. Et de parler foot. Ah ouais, de parler foot. Jean Rességuier est dans Pressentiment. Je pense que c'est juste jubilatoire de l'écouter parler. Par bonheur, il nous reste une deuxième partie. On le retrouve au préalable avec cette fameuse, j'en bafouille, cette fameuse question vache. À tout de suite. Avant la deuxième partie de Pressentiment, Jean, je ne sais pas si c'est pas le moment que je préfère le plus, c'est un peu méchant peut-être. Jean, je te laisse l'enveloppe, je te laisse à nouveau lire la question et nous donner, s'il te plaît, ta réponse. Où s'est déroulée la première Coupe du Monde de football féminin, donc en 1991. Écoute, je vais commenter les filles en 2019 en France. Donc j'ai essayé de bosser un petit peu. J'ai un doute, mais j'ai deux pays. Mais je pense que j'ai un doute. Alors donne les deux, comme ça je t'aide un peu. Canada ou Chine? Alors oui. Ah, j'en ai un des deux. Oui.
Un des deux. Moi, j'espère que tu vas te planter. J'en ai un des deux. Canada ou non, Chine. C'est la bonne réponse. C'est vrai? Ouais. Tu vois, j'avais un doute. Et on se retrouve avec Jean Rességuier pour la deuxième partie de Pressentiment. Jean, comment appréhendes-tu les réseaux sociaux? Est-ce que tu es un community manager? Est-ce que c'est toi? Non, mais moi, pas les gros yeux. Ça arrive. Oui. Est-ce que c'est toi qui gères tes propres réseaux sociaux? Lesquels? Et enfin, moi, je te suis, donc je vois à peu près ce que tu fais. Mais qu'est-ce qui t'inspire? Pas de Facebook. Pourquoi, j'en sais rien, mais en tout cas pas de Facebook. J'ai eu un blog à un moment donné sur le site internet d'RMC. C'était une usine à gaz à fournir, donc c'était trop compliqué. Et je me suis mis sur Twitter à la demande de mon boss, où là j'essaie d'être assez présent. Ton nouveau boss alors? Mon ancien boss, D'accord. François Pesanti. Le nouveau, Laurent Échanger, m'a pas demandé d'arrêter Twitter, donc je continue. Non, c'était parce qu'il fallait que je sois vraiment en raccord avec ça. J'ai plus de 50 piges, donc faut montrer qu'on n'est pas trop vieux con et qu'on suit un peu ce qui se passe au niveau des jeunes. J'ai une fille aussi qui est quand même très très réseaux sociaux et donc qui me donne un petit peu quelques indications. Donc Twitter et Instagram. Instagram, c'est un peu le côté plaisir de la photo. Je suis fils de photographe, ça a été mon premier métier. En tout cas, si mon papa n'était pas décédé trop vite, j'aurais certainement été plus photographe que journaliste à la radio, par exemple. Donc ça, c'est l'envie de faire quelques photos sympas. Et Twitter, c'est d'être un peu au plus près des auditeurs, des passionnés de foot, des gens qui nous suivent, que ce soit sur la radio ou à la télé, quoi. J'ai une double question où tu devrais faire 1h30 et je vais te demander de faire quelques secondes. Mmh. Donne-moi, s'il te plaît, d'une manière esthétique, le plus beau stade ou la plus belle enceinte que tu n'aies jamais vue dans ta vie professionnelle. Alors, le plus beau stade avec tout ce qu'il... Je parle bien d'esthétisme, d'architecture. Ouais. Parce que la question d'après sera sur l'ambiance. Donc ouais. c'est pour ça que... Alors, en ce sens-là, le nouveau Wembley. Je le trouve magnifique, d'extérieur, dans les tribunes, dans sa conception en lui-même. Un autre est beau aussi, mais malheureusement trop chargé en histoire, et cette histoire on l'a oubliée. Ça me dérange un peu, c'est le Maracana. Parce que le Maracana, là on y est allé en 2014, il n'y a aucune trace de l'ancien Maracana. Il y a juste rien. La statue de Jules Rimet devant. Et il y a un bout de porte un peu tordu avec du bois et du fer. Enfin, dommage, dommage, mais ils ont fait quelque chose de beau. Et puis, quand on rentre dans ce stade, voilà, c'est le Maracana. Mais le plus beau pour moi au niveau de l'esthétisme, hein, on est d'accord? Wembley, le nouveau Wembley. D'accord. Et quand tu dis ça, c'est en fonction de ton placement professionnel ou dans sa globalité? Non, enfin, le placement professionnel, ça a son importance, mais non, c'est vraiment dans la globalité, dans la vision, d'en avoir fait un peu le tour aussi, d'être allé dans les tribunes, de voir comment les gens percevaient le match. J'aime bien faire ça, quand j'en ai la possibilité, quand j'en ai surtout l'autorisation de le faire. C'est pour ça que j'arrive assez tôt dans les stades en général, pour essayer justement de me balader, de voir comment les gens vont percevoir justement le spectacle qu'ils vont avoir. C'est une très bonne idée. Bon, j'ai parlé d'architecture, on va parler maintenant d'ambiance. En France ou à l'étranger, quelle est l'ambiance, l'apostrophe, la seule, l'unique, celle qui t'a fait chavirer? Tu vas me faire faire des amis là. Tu peux répondre le Stadium à Toulouse, personne ne te croira. Voilà, exactement. Quoique, un bon match du Stade Toulousain, ça peut être sympa aussi. Contre Liverpool alors celui-là, j'y étais, je ne veux même plus en parler. Mais j'étais par contre à celui d'avant, où ils ont mis 3-0 à Bordeaux, avec un triplé d'Ailmander. Je ne vois pas du tout. Pour aller chercher la troisième. Ah non, tu t'en rappelles pas. C'est bizarre. C'est très étonnant de ta part. Bon, alors, Jean. Quand ils ont envie d'être dans l'ambiance, dans le soutien de leur public, et pour l'avoir vécu l'an passé, le parcours de l'Olympique de Marseille en Ligue Europa, avec des matchs complètement dingues contre Salzbourg, contre Leipzig, Marseille. Après, j'adore l'ambiance de Saint-Etienne. J'adore. Je suis allé récemment voir un match à Lens. Ils sont pourtant en Ligue 2. La question, c'était le stade, hein, l'ambiance, quand tu m'en sors trois. Mais parce que pour moi, c'est important aussi. Et à l'étranger? À l'étranger, c'est quand même assez compliqué parce que j'en ai eu des ambiances en Angleterre. J'ai eu des ambiances aussi en Italie avec le San Siro. Il n'y en a pas une qui ressort plus qu'une autre. Pas une. Quand tu es dans le stade et que retentit la Marseillaise, quelle est ton attitude? Est-ce que tu es focus sur ce que tu as à faire ou est-ce que tu arrives à te libérer de ton environnement pour profiter de ce moment-là
d'exaltation ou pas, mais de chanter, de te lever, ou est-ce que finalement, parce que tu en entends des dizaines, parce que tu es dans une logique où peut-être tu es à l'antenne, comment tu vis ça? Ce moment-là, comment toi tu le perçois? Je me lève pas systématiquement parce que je suis à l'antenne et que je suis en train de passer la main à quelqu'un en studio parce que c'est le début des hymnes. Ça m'arrive de me lever. Je me suis levé le jour de la finale de la Coupe du Monde en Russie. Je me lève plus facilement sur des minutes de recueillement ou d'applaudissements parce que ça, c'est, je trouve, quelque chose d'important. Mais ça reste un moment particulier, la Marseillaise, pour un match de football et pour un match de sport tout court, quoi. Il me reste une question. Il nous reste une question, c'est pas la plus simple, mais je voudrais au préalable d'abord te remercier, Jean, parce Avec grand plaisir. Tu as répondu favorablement d'abord à cette invitation, et puis par le biais de nos échanges, même s'ils étaient sibyllins dans tes réponses, l'idée étant d'être ensemble aujourd'hui. Et merci. Voilà, je voulais te le dire au nom de celles et ceux qui vont nous regarder, qui nous regardent, et qui voient un personnage haut en couleur, mais aussi passionné et passionnant. La question, l'ultime. Aïe. Attention. Quid de la VAR? Ah. Alors moi je dis le VAR. Oui, je dis même l'assistance vidéo, c'est mieux. Ouais. Moi je suis favorable au fait que c'est une évolution pour moi naturelle à l'arbitrage moderne, que les arbitres sont presque tous des témoins à charge parce que de toute façon ils arbitrent et à un moment donné on va tous dire c'est pas bien ce qu'ils ont fait, c'est une erreur, c'est pas normal, mais on oublie que c'est une personne qui est en train de diriger un match, donc déjà les aider c'est bien. Je pense que en ce moment-là, c'est compliqué. À se mettre en place, ça commence un petit peu à être efficace. L'apport de l'assistance vidéo dans la Ligue des Champions à partir des huitièmes de finale, dans une perception différente de l'implication du VAR pour l'arbitre, ou avec l'arbitre, est complètement différente de ce qu'on a pu vivre en Ligue 1. Donc je pense que ça va faire évoluer les choses. Après, je ne crois pas une seule seconde que dans l'avenir, on se retrouve avec des matchs saucissonnés, comme ceux qui dénigrent le VAR ou ne soient pas d'accord avec ça, comme Michel Platini, qu'on se retrouve avec du sport américain, avec de la pub partout. Non, j'y crois pas une seule seconde. Par contre, que ça se passe mieux qu'aujourd'hui, j'en suis intimement convaincu, mais ça sera peut-être pas pour tout de suite. Question annexe, sans la vidéo, pas de pénalty pour Manchester contre le Paris Saint-Germain, d'après toi? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que s'il n'y a pas le VAR, il y a l'arbitre assistant. L'arbitre additionnel, pardon. L'arbitre assistant, il est sur le côté. L'arbitre additionnel de surface. Est-ce que lui, quand Kimpembe se retourne, n'est pas dans le champ de vision? J'ai envie de répondre oui, parce qu'il est à gauche, normalement. À cet endroit-là, par rapport au but, il est là. Et Kimpembe, quand la frappe vient, il est à cet endroit-là. Est-ce que lui n'aurait pas vu la main et ne l'aurait pas dit à l'oreillette à l'arbitre? Je crois qu'on n'aura jamais la réponse. À vitesse réelle, personnellement, je ne siffle pas pénalty. Jean Rességuier était dans Pressentiment. Merci Jean. Avec plaisir Eric. Merci.